Vous venez nous parler de votre livre, de ce Oui, livre qui est une adresse finalement, 57 rue de Babylone, Paris 7e, qui pour nous est l'adresse du Conseil général d'Île-de-France, qui vient d'être vendu, mais pour vous, c'était la Maison du Bonheur. Alors, oui, écoutez, tout moi à fait. j'ai lu votre livre formidable et j'aimerais bien échanger avec vous maintenant tous vos souvenirs. Vous arrivez à Paris, vous arrivez donc au lycée Victor Duruy, qui est tout à côté. Nous sommes à la mairie du 7e et vraiment, on ne peut pas être plus Je proche voulais de vous dire tout. que ma mère, pour lui rendre hommage, a été décorée à l'époque, je pense que c'était Martine Aurillac qui devait être la maire du Oui, 7e arrondissement, parce oui, qu'elle avait monté des tas d'associations, ma mère. Elle était très oui. catho-sociale, vous voyez le genre. Accueil À la 7e. mairie. Oui, et elle avait eu une médaille de la ville de Paris. Et j'étais allée à la mairie du 7e pour assister à la remise de décoration de ma maman. Très bien. C'était une Et police historique et une militante. Je sais ce que c'est que le militantisme politique. bravo C'est pas pour votre toujours de maman. très bonne foi. Bravo pour votre maman. Je vous ai envoyé une photo aussi du jardin de la mairie du 7e qui est magnifique à cette époque. Donc, vous arrivez à Victor Duruy et vous rencontrez une de vos amies, enfin une jeune femme, une jeune fille, qui va devenir une de vos très bonnes amies qui s'appelle Pia et qui va vous entraîner justement au 57 rue de Babylone où il y a effectivement la Maison du Bonheur, aussi toute, je dirais une smala peut-être, bien qu'elle soit d'origine italienne. Alors maintenant, je vais vous laisser la parole pour que vous me parliez de vos souvenirs et on viendra après à l'enquête que vous avez faite auprès, parce que on va tout de suite le dire, c'était une pension de famille et à défiler dans cette pension de famille tout un tas de jeunes américaines, même un japonais. Et vous avez donc, vous êtes parti sur leurs traces et c'est l'objet du livre. Parlez-nous de tout ça. Bah, écoutez, alors moi, je suis arrivée à Paris en terminale. Et je suis arrivée au lycée Victor Duruy, et à l'époque, c'était les années 70. Donc, je pensais que le lycée était un lieu de rencontre, de laïcité, etc. Et je me suis retrouvée au milieu de Bourges, habillée, pas possible. Alors que, voilà, moi, j'étais évidemment, moi-même étant une bonne bourgeoise, en pleine révolte. Et il y avait une fille à côté de moi en classe qui était habillée intégralement en bleu marine. Et c'était vraiment le truc qu'on avait envie de fuir. C'était le bleu marine qui nous avait été imposé. Et cette fille, je me suis dit, oh là là, la malheureuse, elle doit vivre dans un nid d'intégristes pour s'habiller de telle façon. Eh bien, pas du tout. Sa mère avait une pension de famille. Elle ne rêvait que de bourgeoisie, alors que moi, je ne rêvais que, comment dire, de révolution pour simplifier. Et elle vivait donc, sa famille tenait une pension de famille qui était au deuxième étage et au troisième étage de l'immeuble qui est maintenant le conseil régional, qui était 57 rue de Babylone, et qui était un immeuble qui, moi, venant de la campagne, m'a semblé normal. Il n'y avait pas d'ascenseur, il y avait des grandes. Vous voyez, c'était des meubles Oui, oui, anciens. oui. Enfin, j'ai Mmh. trouvé que cette situation était tout à fait normale. Et sa mère, donc, régnait sur une vingtaine de pensionnaires, et ses parents Il y étaient a, oui, une déjà vingtaine de pensionnaires quand originales. même. Oui, oui. Mmh. Et donc C'était du personnel. cette maman s'appelait France. Elle s'appelait France parce que sa famille d'origine italienne était folle de France, évidemment. C'est-à-dire que son Oui, père était d'origine italienne, était italien, et sa mère, en revanche, était française. C'était un mélange. Elle était devenue Madame Sabelli, voilà. Et il rêvait de France toujours, et c'était très patriote, mais surtout, elle était drôle, euh, elle avait elle un fumait sens de l'humour. beaucoup. Elle fumait, hein, pardon. Elle fumait beaucoup. Ah, elle L'image que vous fumait. avez Mais non, d'elle, la c'était le première secret de sa image, cuisine. À l'époque, oui, mais à l'époque, tout le monde fumait. Elle avait des pol-mol oui, enfoncés jusque dans des les poils oreilles. sans filtre. Ah, ben voilà. Et elle faisait la cuisine. Alors, ce qui était étonnant, c'est que je me demandais qui était ce personnage parce que ça ne correspondait pas aux critères habituels. C'est-à-dire, ça n'était ni une employée de maison. Elle dirigeait sa cuisine, était
sur les toits du 7e, c'était magnifique, il y avait la vue sur tout Paris, ni non plus une maîtresse de maison. Elle avait un look original, elle avait des cheveux très courts, elle était très brune, très drôle, très maman italienne, et elle avait l'œil qui frise, et elle vous citait Proust au quart d'heure, quoi. Et elle écoutait France Musique à plein tuyau. Voilà, c'était un univers tout à fait original. Le père, lui, était éditeur de disques classiques. Il avait la mémoire absolue. Donc, il avait une culture phénoménale. Il connaissait tous les musées du monde uniquement par les livres parce qu'il n'y était jamais allé. Il se souvenait de tout. Et puis, le reste de la famille était à l'avenant assez, comment dire, des personnages hauts en couleur, Très très cultivé. sympathiques et il y avait, grâce à tous les soirs, il y avait un dîner. Donc, c'est le principe des pensions de famille. Les gens y habitaient, avaient une chambre où ils étaient seuls ou à deux. Et il y avait les repas qui étaient pris en commun tous les soirs à 7h30. Donc, à 7h30 tous les soirs, il y avait 20 ou 25 personnes de toutes origines et âges qui se retrouvaient là-haut. Et c'était, c'était d'une gaieté folle, d'une liberté folle par rapport à mon univers que j'ai trouvé après très original, mais à l'époque, je trouvais un petit peu conventionnel. Oui, sachant que les pensionnaires étaient d'origines différentes, il y avait des Américaines, et vous avez retrouvé un Japonais, vous êtes parti à leur recherche parce que tout le monde vous disait, entre autres Monica, la sœur de France, vous demandait de d'écrire un livre sur ce lieu assez Bah, c'est tout surtout, à fait original. Et vous à avez l'origine, si vous enquêté. voulez, oui, voilà, à l'origine, c'était mon ami Pia. Moi, j'ai toujours dit, comme j'ai connu pas mal des histoires, pas toutes, mais j'en ai connu beaucoup, et je les ai toujours trouvées extrêmement romanesques. Parce que Oui, c'est le monde moderne, c'est-à-dire que la réalité dépasse la fiction toutes les 3 minutes là-bas. Et puis voilà, et comme aux Galeries Lafayette, il se passait toujours quelque chose. Donc c'était un univers à raconter, très coloré, avec des gens étonnants, mais quelquefois pas tous très sympathiques. Il n'y avait pas que des gentils dans ce monde-là. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait en faire un livre. Mais il faut un peu un recul pour faire un livre. Et puis, c'était aussi le désir de Pia, avec qui je suis restée en contact, mon ami de lycée, qui disait toujours il faudrait en faire un livre, il faudrait en faire un livre. Et puis, en fait, c'est le professeur d'université, un professeur d'université, Jonathan Beck, américain, qui est un des familiers de la pension, qui revenait tous les ans avec des nouvelles américaines pensionnaires, qui a lancé le projet. Il a dit, je vais m'en occuper. Donc voilà. Et il m'a écrit à ce moment-là, Pierre voudrait que tu t'y mettes, qu'on s'y mette. Donc je vais faire un site internet. Bon, moralité, il n'a jamais fait son site internet. Mais moi, je me suis mis à enquêter, à faire la petite main en lui disant, moi, je voudrais faire un roman, mais bon, on pourrait se compléter. Donc, et j'ai commencé à chercher par les premiers souvenirs de la pension les plus célèbres. L'histoire qu'on racontait le plus souvent, c'était la descente de la Gestapo pendant l'occupation. Parce que pendant l'occupation, la Gestapo est arrivée à un moment, ça devait être en 1943, et comme disait Monica, la pension était une vraie poudrière, parce qu'il y avait des vrais résistants, des faux résistants, et il y avait aussi des juifs qui étaient cachés tout en haut, et sa pauvre mère, à un moment, les Allemands ont cogné à la porte, et sa pauvre mère était là, elle s'est mise contre la porte, et ce qui s'est passé, qui est resté célèbre, c'est que, parce que donc il y avait des gens cachés, il y avait des Américains, il y avait tout ce qu'il ne fallait pas avoir c'est pour ça que c'était les pensions de famille. On pouvait y loger aussi des gens qui étaient un petit peu hors la loi, ce qui, dans certains cas, est très bien. Et donc, elle s'est plaquée contre la porte. Et heureusement, le petit Allemand, c'est un jeune, s'est pris de passion pour le monte-charge. Il y avait un énorme monte-charge avec des poulies, des machins qu'il fallait monter, etc. Il pour les s'est dit, repas, oui. je tiens là une machine infernale. Donc, il s'est concentré sur le monte-charge, il a fait folle, oui, évidemment. Et puis, au bout d'un moment, il s'est désintéressé du monte-charge et il est parti. Et tous les autres ont été sauvés Ils ont fait grâce ouf, à. mais bien sûr. Voilà. Mais Ah, mes parents me racontaient toujours pendant la résistance qui arrivait souvent, vous ne saviez pas si vous étiez sauvés. Il y avait la chance, mais il y avait aussi la bêtise de l'occupant aussi. La mm, mm. bêtise de l'occupant entré en scène et l'ange du monte-charge et sa pauvre mère après a eu des douleurs dans le dos en pensant à tout ce qu'il aurait pu se passer. Et Mm. voilà, donc à l'origine, j'étais partie à la recherche
de cette histoire parce qu'on croyait que France, parce qu'à un moment, elle avait été interrogée par la radio dans une série qui était parue sur les pensions de famille sur France Culture, mais dans les années 70, Ah oui, et on pensait qu'elle l'avait raconté à oui, la vous en radio, et parlez en fait, dans votre livre, oui, oui. voilà, et en fait, elle ne l'avait pas raconté, et cette fameuse série n'a pas été enregistrée par l'INA, une des rares pas enregistrées. Tiens, tiens, tiens. Donc, du coup, d'enquête en enquête, voilà, j'ai continué à monter mon enquête. Et à chaque fois que j'avais envie de la transformer en roman, je découvrais des choses tellement étonnantes que je me disais, non, mais j'en reviens pas. Voilà, voilà. Et il y a longtemps, vous avez commencé là, cette enquête. Bon, on vous le demandait de ce livre, mais vous avez pas pris combien de temps pour joindre toutes ces personnes et Bah, j'ai compiler tout ça? commencé en 2016. Enfin, je pensais juste m'intéresser à cette histoire pour faciliter le travail du professeur américain, de Mhm. Jonathan, l'histoire de la pension sous l'occupation. Parce que pourquoi est-ce qu'ils avaient été donnés, pourquoi est-ce que les Allemands étaient arrivés, c'est parce qu'il y avait des résistants, il y avait des vrais et des faux, il y avait des collabos, il y avait des juifs planqués en haut, mais il y avait aussi des résistants idiots, ce qui arrive aussi, parce que l'occupant est idiot, mais quelquefois le résistant. Donc il y avait un petit breton qui est retourné très bien gentiment dans sa famille pour le mariage de sa sœur en embarquant sous le bras des tracts. Évidemment, il avait embarqué des tracts, alors on l'a arrêté, le malheureux, etc. Il n'a pas... C'est lui qui avait dit, ah bah oui, mais j'habite 57 rue de Babylone, ah bah bien aimable. Et c'est comme ça que les autres étaient... C'était même Ben pas, on oui, l'avait mais même là, pas eu besoin, c'était le pauvre. Bon, voilà, c'était là, oui, oui, oui. c'était les histoires, mais cette histoire-là, en fait, il n'y a que Monica, la sœur de Madame Muller de France, qui est encore de ce monde, qui la connaissait, en fait, qui Oui, oui, l'avait vous de l'avez près. interviewé, Monica. Son passage est très intéressant. Et je pense aussi à ce monsieur Gégaud, là, qui était le dialoguiste de Chabrol. À Gégoff, alors Gégoff, c'est un peu Alors le oui, je savais pas, ça démon. s'écrit, c'est Gégoff, on dit, oui. Paul Gégoff, oui, ça se point. Alors lui, il n'a jamais été vraiment pensionnaire, mais il est venu très souvent. Il était très ami C'était un avec ami de la famille de... de Muller parce qu'ils s'étaient connus ils venaient tous d'Alsace, de la région de Belfort, où ils étaient pianistes au départ. Parce que Ah, le père de mon ami Pilla jouait du piano et voulait passer le conservatoire. C'est pour ça qu'ils étaient venus à Paris sous l'occupation, c'est sans doute parce que le concours du conservatoire avait été maintenu. Et donc, ils s'étaient connus comme ça, et avec un peintre aussi qui était pensionnaire à la même époque, sous l'occupation, tout ce monde-là préparait les concours. Et Gégoff était très calé aussi en piano, il jouait très bien du piano. Et puis, il avait écrit un roman, et puis c'est un personnage très, 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 très louche, oui, et j'allais qui a dire très fini sulfureux en tout assassiné. cas. Voilà, il a fini assassiné par sa femme en Norvège la nuit de Noël, Oui, quand oui, même. oui. Et oui, elle lui a dit, tue-moi si tu veux, mais arrête de m'emmerder. Voilà, donc on ne savait pas encore à l'époque ce qui allait lui Oui, arriver, oui. mais c'était déjà un personnage assez sulfureux et qui était, en même temps, qui avait un charme fou, comme le diable, quoi. Il était très beau. Certainement, comme le fils de la famille, Paul. Vous avez toute une galerie de personnages passionnants. Et vraiment, écoutez, nous lirons bien sûr votre livre. Mais j'ai été très touchée par la fille de Paul Gégoff, que vous allez retrouver justement en Norvège. Il avait Alors, épousé. oui, et ce Oui, qui s'est passé, c'est que donc, à l'époque où Gégoff a été assassiné par sa femme, la nuit de Noël, la nuit de il Noël, avait une oui. petite fille, oui, c'était la nuit de Noël, et il avait une petite fille. Et à l'époque, moi, j'étais journaliste au Figaro Magazine. Donc, j'ai fait l'enquête. Donc, à l'époque, enfin, comment dire, j'ai retrouvé toute Oui, vous étiez l'histoire concerné. pour le Et journal, oui, voilà, en tant que journaliste. Et entre autres, ce que j'avais fait, c'est que j'avais réussi à trouver. Je savais qu'elle avait déjà essayé de le poignarder, je connaissais l'histoire, et j'ai réussi à retrouver une photo grâce aux gens qui gardaient la maison, une photo où on voyait la cicatrice du premier coup de couteau. Donc, c'était voilà, et j'ai fait un article dans le Figaro Magazine qui était, je sais pas quoi, Vie et mort folle de Paul Gégoff. Enfin voilà, c'était qu'il était connu à l'époque comme scénariste de Chabrol. oui, 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 très connu, Et oui.
Voilà. Et depuis cet article, je n'y avais jamais repensé. Et en faisant cette enquête, je me suis dit, mais qu'est devenue cette petite fille? Parce qu'il avait une petite fille qui avait 18 mois, enfin, qui était vraiment un Oui, à bébé. l'époque, elle se Et souvenait de rien. Elle se bah, souvenait on pas de n'en son sait rien, père. mais surtout, qu'est-ce qu'elle était devenue? Parce que quand Oui, votre mère tue votre père, j'allais dire à la naissance, comment est-ce que vous en sortez? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Quelques souvenirs elle a pu en garder? Ce qui m'intéressait, c'était de voir ça aussi, ceux qui s'en étaient sortis, comment dire, bien, parce qu'il y avait un autre, le fils de Paul, l'autre qui avait perdu sa mère aussi très jeune, qui avait été élevé par sa grand-mère et qui était absolument formidable. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Et j'ai fait tout bêtement Google bidule avec son nom et j'ai vu qu'elle était en train d'exposer des peintures en Norvège. Et en plus, c'était son anniversaire. Ça tombait au mois de mai et tout. Et ni une ni deux, j'ai pris un billet pour la Norvège. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Ça donne une occasion de la voir, de la rencontrer. Je sais où elle est et ce qu'elle fait. Et j'ai écrit à sa galeriste, enfin pour essayer de la voir, parce que je ne voulais pas me présenter comme un paparazzi et non plus et faire oui. mine d'être Oui, il un y avait grand plutôt, collectionneur. c'était affectif, oui. Oui, voilà, donc Mm. c'était assez délicat. Et je suis partie comme ça. En plus, je suis tombée en plein dans la fête nationale norvégienne. C'est extraordinaire, j'avais l'impression d'être dans Brigadoon, vous savez, quand ils sont tous en train de danser. Ah, ils sont Tout le tous monde en était en costume costume. local, oui, oui. Ah, c'était absolument étonnant d'être. Parce que le jour de la fête nationale en Norvège, ils s'habillent, ils prennent le costume du pays. Tout le monde met son joli costume et on va voir le roi, Mm. comme dans Tintin en cille d'avis, si vous voulez. C'était absolument un spectacle extraordinaire. Et enfin, moi, je n'étais pas là pour ça. J'étais là pour retrouver Élise et Élise, la pour fameuse savoir. Élise. Ce qui m'intéressait, c'est qu'elle, comme peintre, elle avait gardé le nom de son père. Oui. Or, son père avait une spécialité dans sa jeunesse, c'était de ne jamais reconnaître ses enfants. Il en a Ah eu oui. beaucoup comme ça dans Ah la oui. nature et il courait très vite pour ne jamais les reconnaître. Or, Élise il l'avait reconnue. C'était vraiment, il avait épousé sa mère, elle était reconnue. Et si vous voulez, c'était sa dernière œuvre signée. Et que cette fille garde le nom de son père, parce qu'elle aurait pu s'appeler comme elle voulait, Oui, reprendre le nom de sa comme mère. nom Mhm. d'artiste, je trouvais ça intéressant parce que ça voulait dire aussi qu'elle revendiquait son père. Et de quelle façon et comment, voilà, c'est ce que ça m'a intéressé. Et bien, pour dire, je n'ai pas été déçue du voyage. Pour laisser de suspens, on ne va pas Ah, faire mais je de vais vous dire, ce chapitre est formidable, formidable. Comment vous retrouvez Élise, comment vous appréciez sa peinture, comment vous achetez un tableau. Alors, où est ce tableau? Où l'avez-vous mis, ce tableau? Le tableau Ah, ben je l'ai d'Élise. là, vous voulez que je vous le montre? Ben, je ne Vous sais l'avez à pas. portée de main? Oui, 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 on est tout à portée de main maintenant. C'est incroyable, là. Il faut lire vraiment ce passage. Je ne sais pas si ça va vous. Non, mais Est-ce que attends, ça. je prends mes lunettes, là. Alors, est-ce que vous voyez? Parce que je n'ai Ah, pas oui. pris un des tableaux qui sont typiques d'elle, qui sont très avec des glaces et des eaux, mais j'ai pris celui-là qui était très intéressant parce qu'on dirait comme un sphinx derrière et comme un pied de nez ironique, vous voyez, derrière. Ah, Il y a c'est une très forte. beau. Oui, oui, c'est très, très beau. Il y a beaucoup C'est de lumière, c'est très lumineux. Oui, oui. lumineux Revenez, et revenez. mystérieux. Lumineux et mystérieux. Et mystérieux, tout à fait, oui, oui. Euh, cher Alix, Oui, votre livre est cher ami. formidable. Alors, Merci. j'incite non seulement tous les gens du 7e à le lire, mais évidemment Ils ont toute déjà la commencé, ça France. les amuse. Oui, Oui, ils ont oui, déjà commencé. J'ai reçu quelques échos, ça les amuse beaucoup. c'est Et alors, vrai. ce qu'il y a de drôle, ben oui, parce que ce qui les amuse, ce que je ne savais pas et que je pensais avoir été la seule à vivre comme torture dans mon enfance, c'est le fait d'avoir eu tout le temps des pulls qui grattent. Euh, on, on a, on nous a tricoté des pulls, tous les ans on en changeait quand on était enfant, en laine, tout le monde dit qu'il faut faire du Made in France maintenant, mais ça gratte la laine. On avait tous des pulls qui n'avaient pas la même taille d'une main à l'autre et qui Ben oui, nous c'est ça. grattaient abominablement et qu'on devait. Voilà. Et si, alors je pensais que c'était très féminin, mais un des premiers coups de fil que j'ai reçu d'un habitant du 7e qui me dit mais c'est génial, moi aussi j'avais des pulls qui grattent, donc même les garçons avaient des pulls qui les grattaient. Et il y a un certain nombre, on va dire, de choses qu'on a en commun, je pense, dans l'éducation de cette époque, tous, voilà, qui sont, voilà, qui leur plaisent.
Et puis le 7e arrondissement, c'est tout à fait notre. Authentique. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Écoutez, Alix, merci infiniment de ce bon moment partagé, de ce livre partagé et où on découvre beaucoup de choses justement qui nous touchent, que l'on a partagé entre autres votre voyage aux États-Unis, m'a rappelé le mien, même si j'ai pas fait autant de Greyhound que vous à l'époque, mais vraiment c'est tout ça est authentique et vraiment j'incite toutes les personnes et tous ceux qui nous écoutent en ce moment, puisque nous allons mettre cet entretien sur la chaîne YouTube de la mairie, à lire votre livre. Pour Ah bah, découvrir écoutez, tous ces personnages dont on n'a pas pu parler, parce que évidemment on a peut-être plus les personnes dont on voulait parler, évoquer. Et je suis très contente d'avoir vu en tout cas le tableau d'Élise. Chère Alix, on se dit au revoir. eh ben, Vos au amis revoir. vous Moi, disent je au revoir reviens dès que je aussi. suis vaccinée. Venez. Au Au revoir, chère Alix. Et de toute façon, on ne perd plus contact, on se rappellera.